Il paraît qu'un employé de bureau moyen perd l'équivalent de 15 jours de congés payés par an. 15 jours, c'est énorme. Ah ouais, 15 jours complets. Et c'est pas en étant malade, ni en partant en vacances, hein. Et c'est même pas en rêvassant à la machine à café, hein. Non, j'imagine que c'est lié aux écrans. Exactement. C'est 15 jours perdus simplement en vérifiant frénétiquement sa boîte mail, en additionnant toutes ces micro-interruptions au quotidien. C'est un chiffre qui donne carrément le vertige. C'est fou. Et ça illustre parfaitement cette impression tenace qu'on a tous de courir sur un tapis roulant. Un tapis où quelqu'un d'autre augmente la vitesse en cachette, quoi. On court, on s'essouffle, avalé par la spirale du toujours plus. Et surtout, toujours plus vite. C'est une réalité statistique assez frappante en fait. On vit le triomphe absolu de ce qu'on pourrait appeler la dictature de la rentabilité immédiate. C'est un peu ça, ouais. C'est une époque où le simple fait de prendre son temps, de réfléchir avant d'agir, c'est presque perçu comme une anomalie du système, voire une faute professionnelle dans certains milieux. C'est clair. On adore catégoriser notre productivité, la mesurer, faire des to-do list infinies. Mais au fond, cette mécanique nous broie à petit feu. Ok, décortiquons ça. Aujourd'hui, notre exploration approfondie se concentre sur un ouvrage vraiment captivant qui s'intitule « Et si je prenais mon temps ?» de Catherine Berlier. Ah, très bon choix. Les idées qu'on va disséquer aujourd'hui, c'est une véritable bouée de sauvetage pour quiconque se sent dépassé par la culture du TTU. Le fameux « très très urgent ». Ah oui, le fameux. L'objectif, c'est pas de faire un exposé scolaire, mais bien de comprendre les mécanismes de cette course folle. Et surtout, comment on peut reprendre le contrôle de notre esprit face à cette avalanche. Absolument. Et si on relie ça à une vision psychologique plus globale, la problématique centrale du texte est super intéressante. Je t'écoute. Comment échapper à cette injonction viscérale de vitesse sans pour autant sacrifier ses ambitions ou devenir complètement inactif? Parce qu'il faut bien préciser que l'auteur ne fait pas du tout l'apologie de la paresse. Non, pas du tout. Elle propose plutôt d'adhérer à un nouveau modèle, celui du temps juste. L'idée, c'est d'instaurer une écologie existentielle, une manière de fonctionner qui respecte notre biologie, notre santé mentale, tout en restant performant. Alors pour comprendre le remède, faut d'abord regarder le symptôme en face. Comprendre comment il s'installe en nous. Et le livre nous donne un exemple très concret. Le cas de la consultante RH. Ouais, prenons la journée type de Lou, une consultante RH. Le réveil sonne à 6h30, et à partir de cette seconde précise, c'est un sprint. Elle prépare le petit déjeuner ventre à terre, elle s'entre dans sa voiture, dépose les enfants. Arrivée au bureau, elle a l'œil rivé sur l'horloge. Et la journée défile à toute vitesse. C'est ça. Et le soir, c'est le même scénario. Rentrer en trombe, préparer le dîner d'une main, faire réciter les leçons de l'autre, tout en répondant à un dernier mail sur son téléphone. Jusqu'à s'échouer, complètement épuisé, sur le canapé. Ce qui est fascinant avec cet exemple, c'est qu'il illustre parfaitement le mécanisme du stress chronique tel qu'il est devenu un mode de vie au XXIe siècle. C'est devenu la norme, quoi. Exactement. Mais biologiquement, le corps humain est conçu pour gérer des pics de stress intenses, mais très brefs. Fuir un danger physique, par exemple. Genre échapper à un prédateur. Voilà, le système nerveux sympathique libère de l'adrénaline pour te faire courir, puis le système parasympathique ramène le calme. Mais aujourd'hui, le flux tendu permanent maintient notre organisme dans un état d'alerte de bas niveau, mais qui est constant. Une tension qui redescend jamais vraiment. C'est ça. Les technologies, qui étaient censées nous libérer avec le nomadisme numérique, ont en fait brouillé toutes les frontières entre le temps de repos et le temps d'action. Notre biologie ne suit juste plus. C'est le paradoxe absolu. On a inventé des outils pour gagner du temps et on n'a jamais eu l'impression d'en manquer autant. Ouais, c'est ironique. Et la réaction instinctive, quand on se sent débordé, c'est de chercher l'astuce magique pour faire encore plus de choses dans la même journée. On télécharge une nouvelle application, on essaye de compresser son emploi du temps. Et c'est là le piège majeur. La première étape pour changer ça, c'est pas d'optimiser sa vitesse. C'est quoi alors? C'est d'accepter de faire une pause mentale. De sortir de cette cage cognitive qui nous fait croire que l'urgence est la seule preuve de notre utilité sociale. Donc, déconstruire l'idée qu'être occupé, c'est être important. Exactement. Alors comment on fait ça en pratique? Parce que si courir plus vite ne fonctionne pas, c'est quoi l'alternative? Et c'est là que l'ouvrage introduit une distinction qui change complètement la donne. La différence entre l'efficacité et l'efficience. Absolument. Analysons un peu les mécanismes. L'efficacité, c'est la capacité d'atteindre un but fixé, point final. Peu importe l'énergie déployée, les heures supplémentaires ou la charge mentale générée. Si le résultat est là, l'action est jugée efficace. Ok.
L'efficience, en revanche, ça introduit la notion d'économie des ressources. C'est atteindre ce même but, mais en déployant l'action juste, sans produire d'inutilité, ni gaspiller son énergie. Pour rendre ça super visuel, prenons l'exemple d'une commande d'un verre de jus de citron, qui est dans le livre. J'adore cet exemple. L'efficacité, ce serait de prendre les citrons et de les presser à main nue de toutes ses forces. On va transpirer, on va se faire mal aux doigts, on va éclabousser tout le plan de travail, mais au final, le verre de jus sera là. L'objectif est atteint. Voilà. Mais l'efficience, c'est de prendre 3 secondes pour ouvrir un tiroir, sortir un presse-agrumes et obtenir le même résultat sans aucune douleur et sans gâchis. L'analogie est parfaite. Elle traduit exactement le concept de paresse intelligente, un terme théorisé par l'ingénieur japonais Kaoru Ishikawa, que l'auteur cite à juste titre. La paresse intelligente, c'est un super concept. Ouais, sur le plan opérationnel, ça demande de combattre notre ego. Parce que très souvent, au travail, on fait de la surqualité. C'est-à-dire, Si on me demande de livrer 100, la personne efficace va vouloir prouver sa valeur en livrant 120, en s'épuisant à peaufiner des détails inutiles. L'efficience, c'est comprendre que si le besoin est de 100, livrer 100, c'est l'action parfaite. ni 80, ni 120. Exact. Ça implique une phase de réflexion stratégique avant l'action, plutôt que de foncer tête baissée. Je comprends la théorie et l'idée de la paresse intelligente est hyper séduisante. Mais là, il faut que je me fasse l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. C'est magnifique sur le papier. Mais comment on applique cette distanciation quand on est littéralement enseveli sous les dossiers, dans un environnement où ton boss exige tout de suite? C'est une objection totalement légitime. Pour y répondre, le livre explique qu'il ne faut pas commencer par essayer de changer l'environnement externe. Il faut d'abord se synchroniser avec son propre environnement interne. C'est la chronobiologie, ça. Oui, on a tous des rythmes circadiens avec des pics de vigilance et des creux énergétiques. Par exemple, le fameux coup de barre de début d'après-midi. La somnolence postprandiale, le moment où on a juste envie de dormir sur son clavier. C'est ça, et c'est physiologique. Le corps redirige le sang vers le système digestif, donc le cerveau est moins oxygéné. L'idée, c'est d'auditer ces cycles. On garde ces pics de concentration pour les tâches difficiles et on réserve l'administratif pour les moments de baisse de régime. D'accord, respecter son rythme biologique, sur le principe, je suis pour. Mais soyons concrets. Oui, Mettons qu'un supérieur hiérarchique exige un rapport super complexe pour 14 heures pile. Et qu'à 14 heures, on est justement en plein dans ce creux d'énergie de la digestion. On va quand même pas lui dire « Désolé, mon rythme circadien s'y oppose, revenez à 16h30 ». évidemment que non. L'auteur est très clair là-dessus. La réalité professionnelle impose des contraintes incompressibles. Ouf, ça me rassure. La chronobiologie, c'est pas une excuse pour rien faire. S'il y a une urgence absolue à 14 heures, on puise dans ses réserves et on fait le job. L'enjeu, c'est d'appliquer ces principes sur les 80% du temps restant, là où on a le choix. Là où on a une marge de manœuvre. Exactement. Et pour optimiser cette marge, l'ouvrage oppose 2 approches fondamentales face à une tâche. L'approche slow et l'approche tango. Ça, c'est fascinant. Décortiquons la différence. L'approche slow, en gros, c'est notre mode par défaut, très instinctif, où on dilue notre effort. Oui, ça repose sur un mécanisme bien connu, la loi de Parkinson. Le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible. Ah ouais, genre, je me dis, j'ai mon vendredi après-midi de libre, je vais l'utiliser pour faire une veille sur Internet. Et inconsciemment, comme le cerveau déteste le vide, il va diluer ton attention On clique sur des liens connexes, on change la police de ses notes. et au final, la tâche te prend 4 heures entières. Pour te donner l'illusion d'être super productif. Et face à cette dilution, c'est quoi l'alternative du coup, hein? L'approche tango, c'est l'application directe de l'efficience. Au lieu d'y passer l'après-midi, on s'impose une contrainte artificielle. On se fixe un budget temps extrêmement strict, comme 10 minutes, montre en main, pour faire la même recherche. Et sous la pression du chronomètre, le cerveau vagabonde plus. Exactement, il va droit à l'information cruciale. Le travail est accompli, l'essentiel est capturé, et on a récupéré des heures précieuses. Attends, je bloque un peu sur ce point. Est-ce que cette méthode tango, avec le chrono qui tourne, ça crée pas exactement le stress qu'on essaie de fuir depuis tout à l'heure? Ça ressemble vachement à la dictature de la rentabilité, non? C'est une excellente question, qui touche au cœur de la psychologie du stress. La différence, c'est l'autonomie. Comment ça? Le stress pathologique vient d'une contrainte subie, imposée par l'extérieur. Alors que l'approche tango, c'est une contrainte choisie. C'est toi qui décides des règles du jeu. Je vois. Le cerveau ne perçoit pas ça comme une agression, mais comme un défi, une sorte de jeu. Ça génère de la bonne adrénaline, de la concentration, pas de l'anxiété. D'accord, la nuance est super importante. C'est reprendre le volant de la machine.
Mais c'est là que le bas de blesse. Ces fameuses heures qu'on vient de sauver brillamment, notre environnement se charge de nous les reprendre direct. Et les gloutons du temps. C'est exactement le terme du livre. Ils sont partout. Et ils se divisent en deux catégories. Les voleurs internes et les externes. Les plus redoutables sont souvent internes car ils relèvent de nos propres biais cognitifs. Genre quoi? Le syndrome du oui-oui. C'est cette incapacité chronique à dire non à une sollicitation. Et c'est pas juste de la gentillesse, hein. C'est quoi alors? C'est profondément ancré dans notre instinct de survie, social. Historiquement, le rejet par la tribu, ça signifiait la mort. Donc dire non à un collègue, ça déclenche une peur archaïque d'être exclu du groupe. C'est fou de se dire qu'on se laisse déborder par pur instinct de préservation de l'homme des cavernes. C'est ça. On accepte des réunions inutiles par réflexe de survie sociale. Et à côté de ça, on a les voleurs externes. La technologie, bien sûr. L'exemple de la détox numérique dans le livre est très révélateur. L'angoisse qui monte quand on passe des vacances dans une maison isolée, en Bretagne, sans Wi-Fi. Le corps réagit presque comme en état de manque, quoi. C'est un vrai sevrage neurologique. L'auteur raconte l'histoire d'un de ses stagiaires, physiquement incapable de ne pas ouvrir sa boîte mail à chaque notification. Le fameux ding qui libère la dopamine. Voilà, en quantifiant ce comportement, avec 30 interruptions par jour et le temps pour se reconcentrer, elle lui a démontré qu'il perdait l'équivalent de 15 jours par an. Ah, le chiffre de l'introduction. Exactement, 15 jours évaporés. Et en plus des alertes numériques, on a les interruptions physiques. Les coucous suisses. J'adore cette expression. C'est super parlant. C'est ces collègues qui surgissent dans l'encadrement de la porte pour te raconter leur week-end en détail. Et le problème, c'est pas juste les 5 minutes qui te prennent. Non, le vrai problème, c'est le changement de contexte cognitif. Des études montrent qu'après une interruption, il faut parfois plus de 20 minutes au cerveau pour retrouver son niveau de concentration. Donc le coucou suisse ne vole pas 5 minutes. Il te détruit une demi-heure d'efficience intellectuelle. C'est tout à fait ça. Alors, sachant tout ça, comment notre cerveau nous piège, comment les interruptions détruisent notre concentration, comment on passe à l'action dès demain matin, comment on colmate cette hémorragie. La première démarche, c'est de vaincre nos biais cognitifs par la donnée pure. Faut devenir le comptable impitoyable de son propre temps. En faisant un audit, c'est ça? Oui, l'être humain sous-estime toujours le temps passé sur les distractions. Donc il faut tenir un journal de bord strict pendant quelques jours. On note la durée réelle de chaque tâche et de chaque interruption. Histoire de se provoquer un petit électrochoc visuel. C'est la condition indispensable. On ne peut pas corriger ce qu'on refuse de mesurer. Ensuite, il faut instaurer des règles visuelles pour se protéger des autres. Comme le système du carton rouge sur le bureau. Oui, c'est un code visuel convenu avec l'équipe qui dit « Mon attention est verrouillée, ne me dérangez pas, sauf urgence absolue ». Ok, mais même protéger des autres, on est souvent seul face à une to-do list où tout semble urgent. Comment le cerveau peut faire le tri sans paniquer? C'est là qu'il faut reprogrammer notre matrice des priorités, en arrêtant de confondre l'urgence et l'importance. C'est quoi la différence fondamentale pour notre cerveau? L'urgence, c'est lié au temps qui passe. C'est une menace immédiate. Ça stimule l'amygdale, la zone de la peur. La traiter d'un ensoulagement rapide. L'importance, à l'inverse, c'est lié aux objectifs à long terme. Ça demande d'activer le cortex préfrontal, la réflexion stratégique, et ça demande beaucoup plus d'énergie. Et pour forcer le cerveau à basculer de la panique à la raison, l'ouvrage propose les 3 questions de François Delivray, n'est-ce pas Sam? Oui, un vrai disjoncteur cognitif. Vas-y, dis-nous. Face à une tâche, on se pose. Première question, qu'est-ce que je risque concrètement si je ne le fais pas? Ça force à évaluer les conséquences réelles. Souvent, le risque est nul. D'accord. Deuxième question, qu'est-ce que je gagne si je le fais? Pour quantifier la valeur ajoutée réelle. Et enfin, est-ce une opportunité de le faire maintenant? C'est un filtre super implacable. La majorité des fausses d'urgence s'effondrent avec ça. Et pour consolider tout ça, la règle d'or qu'on oublie toujours, ne jamais planifier 100% de son temps. Toujours laisser de la place pour l'imprévu. Parce que l'imprévu a une probabilité de 100% d'arriver. Planifier à 100%, c'est garantir que le moindre grain de sable va tout faire s'effondrer. Il faut budgéter des zones tampons. En rassemblant toutes ces pièces, on réalise que ce livre, c'est pas juste un manuel de productivité froide. Loin de là. C'est une réingénierie comportementale pour libérer de l'espace mental. C'est une méthode pour reprendre les rênes, recréer de la douceur de vivre et bâtir une vraie frontière protectrice. On conseille vraiment à ceux qui nous écoutent de lire l'ouvrage pour découvrir tous les exercices. Mais avant de se quitter, tu as une ultime réflexion à nous partager. Oui, si la performance durable passe par le fait de ralentir et de protéger son temps de concentration,
Que se passerait-il si des entreprises entières adoptaient cette philosophie? Est-ce que les débats sur la semaine de 4 jours ne sont pas juste une application géante de cette approche Tango? Travailler moins de temps, mais avec une contrainte choisie pour se concentrer sur ce qui a de la valeur. Voilà. En éliminant le superflu? C'est fascinant. C'est une perspective géniale à garder en tête face au prochain mail estampillé, très très urgent. C'est tout pour notre analyse. Le moment est venu de fermer les boîtes mail et de laisser le cerveau respirer. À très vite.